Myriam Makeba, son portrait aujourd'hui nous est présenté par Chancelvi Eva. Alors, quelque chose à rajouter? Bon, ce qu'on peut rajouter, elle a été naturalisée guinéenne. Oui. Peut-être que je ne vous ai pas dit au tout début, elle est née le 4 mars 1932 en Afrique du Sud et elle est morte le dimanche 9 novembre 2008. Voilà, à peine. Donc, décorée par la France au titre de commandeur des arts et lettres en 85 et devient citoyenne d'honneur en 90. Voilà, c'est ce qu'on peut La Maman Africa. Maman Africa, surnommée Maman Africa. Parce que je me rappelle au La Maman Africa, c'est Myriam Makeba ou c'est Patience Dabani? Qu'est-ce qu'on peut dire? Myriam Makeba. Myriam Makeba. Je me rappelle le festival 2003 qu'on avait organisé. Je dirais même que c'est l'une des meilleures éditions du Festival panafricain de musique. On avait organisé, je crois, qu'au stade de Boué, si ma mémoire ne me trahit pas. Elle était l'invitée d'honneur. C'était l'invité d'honneur à ce festival-là en 2003. À l'époque, c'est le ministre Gakoso qui était le ministre de la Culture et des Arts. Je me rappelle, je me dirais même que c'est l'une des meilleures éditions du festival panafricain de musique organisé dans notre pays. Voilà, tout à l'heure je disais Patience Dabani parce qu'elle aussi, elle est surnommée Maman Africa. Voilà. Mais bon, la première Maman Africa, c'est Myriam. Justement, au niveau international, on parle plus de Myriam Makeba. Merci à toi, ma belle. Et vous l'avez sans doute remarqué, à ma droite, Alexis Delarivière. Merci d'être venu sur le plateau de Matin Bonheur. Merci. Reporter attitré, franchement, un reporter qui a fait ses preuves ici à la télévision nationale congolaise, producteur, je peux dire, de pas mal de films, de documentaires, réalisateur. Oui, c'est réalisateur de films, spécialiste. Explique-nous un peu, qu'est-ce qui t'a motivé à t'intéresser à ce secteur-là, à ce domaine? C'est quand on arrive à la télé, on a le choix. Hein, ouais, voilà. Je voulais d'abord vous remercier parce que ce n'est pas facile de prendre une plante qui est habituée dans l'eau, la mener entre 4 murs. J'ai du mal. Je suis habitué dans l'eau, dans les pirogues. Là, je m'exprime facilement. Alors, qu'est-ce qui m'a fasciné à faire ce qui est lié à l'eau? Je leur ai toujours dit que chez moi, c'est inné. Je n'ai pas connu la naissance comme vous. Vous êtes au moins né dans les maternités. Mais moi, par contre, je suis né dans une pirogue au bord du fleuve. Ma maman revenait de la pêche. Et vous savez, quand le moment arrive... C'est parti de là, alors. C'est parti de là. Donc, je suis resté attaché. Je dis, ben, je vais amener ce que j'ai vécu parce que je suis né au village. J'ai vécu beaucoup plus au village. L'ambiance que je vois au village, je dis, mais en ville, il manque quelque chose. Je vais prendre ce que l'on vit, ce que les populations vivent au village, l'amener en ville. Donc c'est ça. Donc je ne peux pas passer une semaine sans que je me rende sur le fleuve Congo. Ce n'est pas possible. Voilà. Et vous avez réalisé beaucoup de documentaires, beaucoup de reportages pour les téléspectateurs de Télé Congo, ils en savent quelque chose. Alors vous organisez un stage de formation des journalistes. Pouvez-vous nous en parler avec un peu plus de détails? Voilà, exactement. Nous organisons depuis le 15 juillet un stage de formation à l'attention des journalistes professionnels pour le recyclage et à l'attention des étudiants en journalisme de l'ENMA, l'ENMA et de l'Université Mariam Wabi. Le stage, c'est l'initiative du directeur général de la télévision. C'est un bon délire. Alors, moi, je me suis manifesté, dit, mais j'ai suivi une formation de formateur donnée par le Centre de formation et de perfectionnement des journalistes de France. D'accord. J'ai dit, mais au lieu que là, on aille chercher loin les experts de l'étranger, en attendant, on peut organiser quelque chose juste avec les compétences locales. C'est vrai, parfois on fait toujours appel aux experts d'ailleurs, alors que nous avons sur place. On a des compétences nationales. Donc, je n'étais pas formé seul, j'étais formé du côté de la radio nationale, Radio Congo. Il y a eu Madame Ghislaine Kinwani, qui est directrice de programme à Radio Congo. Elle a suivi la formation côté animation antenne. Maintenant, il y avait aussi Sabokoulou, Ludovic. Il est formateur de l'autre côté de la radio Micodec. J'ai dit, bien, monsieur le DG, on peut faire quelque chose. Avec les compétences que nous avons sur place, on peut faire quelque chose. Alors, j'ai réuni donc les autres avec lesquels on a suivi la formation ensemble pour donner cette formation aux journalistes. Alors, ce sont les journalistes qui sont concernés, les étudiants aussi En fait, donc, c'est une formation, comme je dis, à l'attention de deux catégories, étudiants et journalistes. Les journalistes viennent pour des sciences de connaissances, se recycler.
Je leur apprends rien, c'est juste, on discute avec les amis journalistes. Et en échangeant, on apprend pas mal de choses. C'est comme ça. Maintenant, pour les étudiants, on leur apprend beaucoup de choses, des techniques de base de reportage. Justement, quel est le contenu de cette formation? Le contenu de la formation, nous faisons les techniques de base du reportage, l'écriture journalistique. Par l'écriture, nous commençons par l'écriture des nouvelles brèves. Parce qu'on se dit qu'on est journaliste, on connaît tout, mais ce qu'ils ont appris à l'école, c'est bien différent de ce qui se passe sur le terrain. Exactement. On prend donc des dépêches d'agence de presse, on réécrit les dépêches et on crie le lancement. Et donc, on fait pratiquement ce qu'on fait ordinairement. Donc, on organise une conférence de rédaction. D'accord. Vous discutez, faites des propositions. Des propositions, des sujets, on définit les angles, c'est surtout ça le problème. Parce que pour que le reportage soit une réussite, il y a un thème, il y a un angle. Le thème, il est fixe. Mais les angles, il y en a beaucoup. Personne ne peut finir, sinon épuiser les angles d'un sujet. D'accord. Donc, on explique aux étudiants comment faire. Un sujet peut être exploité sous plusieurs angles. Plusieurs angles, voilà. Ça dépend des angle, reportages. mais il faut savoir, un angle, un reportage. Exactement. Jamais deux angles plutôt pour un seul reportage. Non. Ok. Il ne doit pas avoir du méli-mélo. Non, là c'est le fourre-tout. Donc, on leur apprend cela. Alors, est-ce que c'est une formation théorique ou pratique? Est-ce qu'il y a de la pratique aussi? Bon, c'est une formation qui dure 1 mois. Il y a une partie théorique pour expliquer d'abord aux étudiants ce qu'ils vont vivre sur le terrain, parce qu'avant de descendre sur le terrain, il faut comprendre d'abord ce que vous avez rencontré là-bas sur le terrain. Donc, il y a une partie théorique. Là, nous entrons à la partie pratique. La pratique, ça veut dire quoi? On va descendre. Vous enverrez les apprenants en stage, en reportage? En reportage, nous allons avec eux en reportage sur le terrain. Hier, ils sont allés d'abord, parce que le reportage se prépare. Pour la prise de contact, ils ont commencé hier. On a arrêté des sujets, par exemple, sur les toilettes publiques et la mairie construisait, on a constaté qu'il y a eu comme un arrêt de travaux. L'équipe est sur le terrain d'abord pour la prise de contact avec les autorités de la mairie. Voilà. Et il y a un autre reportage sur le marché total. D'accord. Où il y a des étages à l'étage, mais curieusement, les gens refusent d'en occuper. Voyez-vous? Il y a encore un autre reportage. Bon, il y a des reportages comme ça. D'accord. On comprend bien qu'il y a un travail qui est en train de se faire. On va aller sur le terrain. Je ne suis pas seul, je ne serai pas seul. Je suis assisté de Herman Babiessa, qui est co-formateur. Donc, on va partir. Nous n'allons pas réaliser des interviews. Nous sommes là juste pour superviser, coordonner. Alors, en image, on peut aussi regarder. Mais en image, oui, c'est possible. Il y a un reportage sur la cérémonie d'ouverture. C'est parti. Durant 1 mois, ces journalistes, parmi lesquels plusieurs stagiaires venus de la radio et de la télévision congolaise, vont améliorer leur performance sur les techniques de base du reportage, de l'écriture journalistique, de la préparation de l'interview et bien d'autres. Le journalisme est une profession qui évolue avec le temps. Voilà pourquoi l'organisation des sessions de formation comme celle-ci est d'une importance capitale. Cette formation est organisée sous l'initiative du directeur général de la télévision nationale congolaise, M. André Ondélé, qui, au regard des contenus des produits de la télévision, il a constaté que ça ne marchait pas trop bien, qu'il fallait organiser la formation. Bon, la formation va être articulée autour du reportage. Voyez-vous, comment construire un reportage radio-télévisé. Donc, les différentes étapes d'un reportage, de la collecte de l'information, du traitement à la diffusion. Rappelons que la direction générale de la télévision congolaise voudrait que la chaîne nationale soit à la hauteur des enjeux de l'heure afin de répondre aux attentes des téléspectateurs. Dans ce genre de métier, on ne triche pas, il faut plutôt se former pour s'affirmer. Merci beaucoup à Thibaut et Lyon qui signent ce reportage. Donc, les journalistes sans formation, en fait, c'est un recyclage. Et les étudiants qui sortent des différentes écoles aussi, sans formation, c'est 1 mois durant. Et les formateurs, c'est justement Alexis de la Rivière et Madame Kinwani de la Radio Congo. Et Ludovic Sabukoulou aussi. Sans oublier Herman Babiessa. Ah oui, sans oublier Herman Babiessa qui est le co-formateur. Oui, on est en train de l'initier aussi. Oui. Et vous savez, cette formation, c'est aussi pour nous une façon de passer le témoin aux jeunes. Oui. Transfert de compétences. Le transfert de compétences, parce qu'on ne va pas continuer à faire le reportage depuis qu'on est rentré jusqu'à la fin. Non, il faut penser à passer le témoin aux autres. Mais la vocation, d'après le DG, c'est que le CNR TV doit cesser d'être un centre de diffusion de contenu. Non seulement ça, donc on veut attribuer comme une autre vocation
au CNRTV pour qu'il devienne Centre national de formation et de perfectionnement des journalistes. Donc là, c'est une expérience contente, mais... C'est très bien, c'est très bien. En tout cas, nous encourageons l'initiative. Alors, Alexis de la Rivière, grand reporter, réalisateur de pas mal de documentaires qui sont diffusés ici sur Télé Congo et sur d'autres... partout ailleurs, d'ailleurs. Oui, partout ailleurs. Sur toutes les chaînes qui émettent toutes les chaînes françaises. Exactement. Alors, ce reportage-ci, impact des changements climatiques sur les communautés de pêche. Un reportage que vous avez réalisé aussi. Comment se manifestent les changements climatiques sur la pêche? Quel est l'impact des changements climatiques sur la pêche? Vous savez que chez nous, on aime le poisson. Hein? Le Congolais aime le poisson, de façon générale. Oui, vous savez, quand vous êtes entre 4 murs dans les bureaux climatisés, vous dites que le changement climatique, ben, c'est l'affaire des autres. Voilà. Cela ne peut pas arriver chez nous. Nous avons beaucoup d'eau, nous avons beaucoup de ressources forestières. Le changement climatique chez nous, non, c'est vrai, nous disposons du deuxième poumon écologique du monde, le changement climatique. Non, les changements climatiques, je vous le dis et je le confirme, sont déjà chez nous. Les changements climatiques sont déjà chez nous. Comment ils se manifestent? Si vous allez sur le fleuve, vous constatez qu'il y a eu une perturbation. Pendant que vous attendez que les pluies tombent, les pluies ne viennent pas. Pendant que vous attendez que les eaux se retirent, elles ne se retirent pas, elles font plutôt le contraire, elles remontent. Pendant que vous attendez que les pluies tombent, elles ne tombent pas, c'est la sécheresse. Alors, tout cela impacte les activités de la pêche. Vous voyez, le fleuve Congo, c'est le fleuve le plus profond au monde. Il est le deuxième au monde en termes de débit. Maintenant, pour la profondeur, c'est le fleuve Congo qui est le fleuve le plus profond parce que dans certains endroits, on trouve des profondeurs de 250 mètres. Mais aujourd'hui, il se pose un problème. Il n'est plus navigable sur tout son cours. Ah oui, bien sûr, parce qu'il y a trop de bancs de sable. Voyez-vous. Donc, le fleuve est en train de perdre peu à peu son rang là parce qu'il y a des bancs de sable. Mais cela impacte les activités de pêche. Bien sûr. Et on remarque aussi que le poisson devient de plus en plus rare dans le bassin du Congo. Pensez-vous que les changements climatiques sont les seules causes ou il y a autre chose? Oui. Vous avez parlé des bancs de sable, par exemple. Les bancs de sable, ce sont les effets du changement climatique. Voyez-vous. Le poisson devient de plus en plus, le poisson de capture devient de plus en plus rare. Pourquoi? Oui, tout le monde dit que ce sont des changements climatiques qui sont à l'origine parce qu'il y a perturbation, les saisons deviennent élastiques, on ne comprend plus rien. Tel qu'en ce moment précis, en temps normal, c'est la saison de tirage où les eaux baissent. Mais aujourd'hui, quand vous allez au fleuve, au port, vous constatez que les eaux commencent à remonter. Alors que d'ordinaire, les eaux remontent en fin août. Voilà. Mais là, elles ont commencé à remonter déjà. Alors, si ça remonte comme ça, on risquerait d'avoir des catastrophes, plutôt des conséquences néfastes sur la population, les populations riveraines, les villes situées au bord du fleuve. Voyez-vous. Mais non, la question c'était... Oui, est-ce que les changements climatiques sont les seules causes? Est-ce que les changements climatiques sont les seules causes? Parce que nous remarquons que le poisson devient de plus en plus rare. Oui, est-ce que le poisson de capture? Oui, voilà, le poisson de capture, bien évidemment. Vous savez, à l'époque, on disait que le poisson mourait de vieillesse dans le bassin du Congo. Oui. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le poisson meurt immature. Parce qu'il ne se fait plus voir. Les pêcheurs sont obligés de faire usage des techniques destructives, des filets aux petites mailles. Même pas 1 centimètre, c'est difficile. On appelle même des moustiquaires. Ça ravage tous les frétins de poissons immatures. Si vous ravagez les frétins, alors, est-ce que vous pouvez avoir encore le poisson? On est comme en train de décimer. Décimer l'espèce. Donc, parmi les causes, il y a les techniques de pêche. Vous avez une Est-ce que les pêcheurs sont formés? Est-ce qu'il y a un travail de sensibilisation qui s'effectue? Voilà, c'est une question qui est bien posée. Les pêcheurs, il y a des lois, certes, mais les pêcheurs ne connaissent pas ces lois. Voilà. Il n'y a pas un organe qui veille sur le fleuve, sur les techniques de pêche, il n'y en a pas. Mais les pêcheurs eux-mêmes aujourd'hui sont en train de lancer la pêche. On a un ministère de la pêche. Bien sûr, il y a un ministère entier de la pêche. Ouais. On a toujours eu des ministères de... Le ministère de la pêche est géré par un ministre d'État. Le ministre d'État, oui. Ce travail n'est pas fait jusqu'à ce jour. Je dis que quand vous allez sur le fleuve, aujourd'hui ce sont les pêcheurs eux-mêmes qui demandent à l'État congolais de venir en aide, vraiment d'appliquer les mesures comme telles. Sinon, on va suivre tout à l'heure dans le reportage, sinon les générations à venir auront du mal à satisfaire leurs besoins. Alors que nous parlons de développement durable. Le développement durable veut quoi? Que quand nous consommons le poisson aujourd'hui, nous devons penser aussi aux générations à venir. On ne doit pas décimer, sinon les autres auront du mal à satisfaire leurs besoins.
Donc, il y a ça, il y a aussi les changements climatiques, mais je dis que les changements climatiques ne sont pas les seules causes. En dehors des changements climatiques, l'homme aussi est responsable parce que les techniques de pêche ne garantissent pas le développement durable des ressources halieutiques. Il y a ça, il y a aussi la démographie qui a augmenté. À l'époque, la population n'était pas telle que celle d'aujourd'hui, mais la population a augmenté. Il y a aussi le phénomène des marchés forains. Des marchés forains où les gens sont appelés, doivent coûte que coûte aller vendre quelque chose. Donc, il y a une surpêche parce qu'il faut beaucoup pêcher pour ne pas rater. On multiplie les stratégies parce qu'on doit forcément aller vendre. C'est la surpêche parce qu'il faut forcément aller vendre. Chaque semaine, il y a le marché forain. Alors, le pêcheur aussi veut vendre à chaque semaine où il y a le marché forain. Donc, il y a la surpêche, il y a tout ça aussi. Alors, faites-nous quelques propositions, des solutions possibles pour garantir le développement durable des ressources halieutiques du bassin du Congo. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Oui, qu'est-ce qu'on devrait faire? Moi, je pense que c'est la loi. On doit appliquer la loi. Le ministère de la Pêche devrait descendre, entreprendre des campagnes de sensibilisation auprès des pêcheurs, leur expliquer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Appliquer la loi. À la limite, mettre en place une gendarmerie peut-être ou une police telle que réclament les pêcheurs eux-mêmes. Parce que, pourquoi? Parce que ceux qui pratiquent les techniques destructives ne sont pas des Congolais. Oui, j'allais poser cette question-là. Est-ce que tous les pêcheurs qu'on retrouve sur le fleuve sont forcément du Congo-Brazzaville ou il y en a qui viennent d'autres pays, des pays frontaliers? Je dis clairement, je l'ai toujours dit, à certains moments, les gens me disent non, ça va créer l'incident. Non, on dit la vérité. Ceux qui pratiquent la pêche destructive au Congo, ce sont les sujets de la RDC. Parce qu'en RDC, la loi est bien appliquée. Vous voyez, ils viennent pêcher même à Mamiwata. Les techniques qui sont interdites en RDC à Kinshasa, mais ils viennent de pratiquer librement chez nous. Vous allez à l'Iranga, les sujets RDC sont entrés à l'Iranga. L'Iranga, c'est le fleuve Congo. Ils traversent la forêt jusqu'à ressortir de l'autre côté de l'Ubangi. Ça fait combien de kilomètres? À l'intérieur des forêts de l'Iranga, ce ne sont pas des sujets congolais. Ce sont des sujets de la RDC. C'est les faiblesses de notre État. C'est l'État qui a fait. On laisse, quand ils rentrent à l'intérieur, ils font tout ce qu'ils font. Tout ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils veulent. Voyez-vous? Donc, je pense qu'il faut... Mais il n'y a pas une police sur les eaux la sollicitude des pêcheurs, comme a dit Alexis Lavivière. Qu'est-ce que la police l'a fait? Qu'est-ce que cette police fait? Mais ils sont contrôlés par la police. Ils rentrent. Quand ils vont comme patrouiller, demandent des pièces, les tontons, les autorisés et autres. Mais au retour, on leur donne des paniers de poissons. On vous dit, vous restez pour pêcher, mais telle semaine ou tel mois, nous reviendrons encore. Donc c'est comme ça. C'est la corruption. C'est la corruption. Il faut clair, c'est la corruption. Merci beaucoup, Alexis de la Rivière. Je vous propose donc ce reportage et on revient juste après pour clôturer avec notre invité du jour, notre deuxième invité à l'EJDA. L'heure n'est plus au débat. Le climat de la Terre change et tous les secteurs de la vie humaine subiront les conséquences. Dans le pôle Malebo en République du Congo, les communautés de pêche constatent des phénomènes jamais vécus par le passé. Des saisons n'interviennent plus en temps réel et ont le plus souvent des durées élastiques. Nous avons constaté quoi? En cette période, par exemple, ce n'était pas la période de basse eau. Or aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. En cette période-là, par exemple, les eaux sont en train de baisser. Or, hier, en partie d'avril, il y avait la montée des eaux. Et cette montée-là persistait jusqu'à maintenant. Or qu'aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Il y a beaucoup de sécheresse. Les changements climatiques, c'est qu'on a vu en janvier, il y a les eaux qui partent et les poissons sortent. Mais cette fois-ci, il n'y en a pas eu. On a attendu encore d'autres saisons. L'arrivée d'eau. On n'a pas vu l'arrivée d'eau. Dernier temps, il n'y a pas de poissons. Tout est changement. Ces aléas climatiques ne se font pas sans conséquences sur leurs activités. Dans cette partie du fleuve, les pêcheurs constatent également l'ensablement des pêcheries avec pour corollaire la raréfaction des ressources halieutiques. Le pôle Malebo, pourtant reconnu pour sa production halieutique, peine aujourd'hui à produire du poisson pour alimenter les marchés de Brazzaville. Selon les pêcheurs, plusieurs facteurs expliquent cette raréfaction. Impact des réchauffements climatiques, des mauvaises techniques de pêche, autant de facteurs qui rendent la pêche difficile. Aujourd'hui, vous avez toutes ces zones-là où les poissons peuvent se reproduire. C'est ensablé. Le poisson ne peut plus se retrouver dans ces zones-là. Vous avez dans la zone sud les carrières. Le vrombissement des dynamites de ces carrières-là frustre les poissons. Ils ne peuvent plus se retrouver dans la zone. Au-delà des changements climatiques, certains pêcheurs plaident pour l'interdiction de certaines techniques de pêche. Les Ndouka, eux, ils détruisent les maisons des poissons. Et les filets qu'on appelle l'oufuma, ça ramasse tous les petits poissons. Il
faudrait qu'on cesse avec ça. L'adaptation des techniques de pêche aux effets des changements climatiques reste à ce jour le seul moyen pour pérenniser des ressources en poissons. Merci Alexis. Voilà, merci beaucoup Alex pour ce reportage. Merci à Alexis de la Rivière une fois de plus. Donc peut-être avant de se quitter, oui. Un numéro de téléphone. Il y a des gens qui écoutent la voix d'Alexis de la Rivière, mais qui ne l'ont peut-être pas encore vu, qui aimeraient bien entrer en contact avec vous. Ah, d'accord, c'est vrai, je suis la voix des eaux. Oui. Les gens veulent me voir, mais pour me voir, c'est facile. Oui. Comme je suis une plante aquatique, il suffit souvent de naviguer au bord du fleuve. Sinon, pour ceux qui ont peur de l'eau, ils peuvent m'appeler au 06 661 19 88. 06 661 19 88 ou au 05 020 77 13. 05 020 77 13. Le dernier mot. Est-ce que vous pensez former quelqu'un qui pourra assurer votre relève? Mais c'est ce que je suis en train de faire. Quand il vient, il dit non. Monsieur de la Rivière, nous voulons être aussi comme vous. C'est bien. Là, ce sont eux-mêmes qui ont manifesté le désir. Oui. Mais je ne peux pas aller dire à quelqu'un, viens, je vais te léguer le témoignage. Oui. Donc, je voudrais plutôt dire merci au directeur général de la télévision pour cette initiative. Nous sommes prêts à répondre, s'il y a encore bien d'autres, parce que la demande, on avait prévu pour 30, mais là, nous sommes à une soixantaine de personnes. Okay. Donc, il y a la demande qui est toujours là. S'il peut relancer encore un autre plan de formation, ce serait très bien. Et l'occasion aussi pour moi de demander à toutes les autorités policières et autres, quand ils vont nous voir sur le terrain en train de tourner des reportages portant des badges avec des stagiaires, qu'ils arrêtent un peu de nous déranger. Chaque fois, on est toujours intercepté de 3 autorisations. Donc, nous sommes là juste pour plutôt l'étape pratique. Mais les reportages, ce que nous faisons ne seront pas diffusés. C'est juste pour la pratique, une diffusion interne. Merci beaucoup, Alexis de la Rivière, et très bonne journée. Hein. Merci. À une prochaine occasion. Merci. Et bisous des eaux. Vraiment, bisous des eaux. Merci beaucoup, Alexis de la Rivière, donc réalisateur de pas mal de documentaires qui sont diffusés ici et ailleurs. Merci beaucoup. Place à notre dernière rubrique pour ce jour. C'est Prestonio Kassa qui intervient en dernier lieu. Mais voilà, chaque jour a sa particularité. Hein.